Et salut tout le monde! Nous sommes au Miocène, une période s'étalant de moins 23 à moins 5 millions d'années. Voilà près de 40 millions d'années que la plupart des dinosaures ont disparu et que les mammifères, flairant l'opportunité, sont sortis de leur terrier pour se diversifier. Si la plupart vont rester sur la terre ferme, certains vont s'essayer à la vie aquatique. C'est le cas des cétacés, groupe rassemblant actuellement les dauphins, les baleines, les orques ou encore les cachalots. Cette famille a donc connu un grand succès évolutif. Et pour le coup, c'était pas gagné, car enfin débarrassés des reptiles marins présents durant l'ère des dinosaures, les requins en ont également profité, notamment à travers la dynastie Otodus. Otodus obliquus, Otodus jubutensis ou bien Otodus mégalodon, le genre a terrorisé les océans durant des dizaines de millions d'années. Pour pouvoir se faire une place dans les écosystèmes, les cétacés vont devoir jouer des coudes. Et pas de soucis, ça ils vont le faire. Rapidement, des baleines prédatrices vont largement surpasser les requins en taille. Il y a 40 millions d'années, Basilosaurus et ses presque 20 mètres de long en sont un bon exemple. Mais on parlera de ce dernier durant une très prochaine vidéo, car le cétacé qui va nous intéresser aujourd'hui s'est directement attaqué au roi incontesté des requins. Son nom, le Léviathan. Mais avant tout, n'hésitez pas à balancer votre meilleur coup de nageoire sur le bouton s'abonner si vous souhaitez bien sûr soutenir la chaîne. Léviathan melvillei est un cétacé prédateur ayant vécu à la fin du Miocène, de moins 10 à moins 5 millions d'années. Son nom de genre fait appel à la créature biblique, tandis que son nom d'espèce fait référence à l'auteur du livre Moby Dick. Il fait donc partie des cachalots, un grand groupe d'animaux bien plus diversifiés qu'il n'y paraît. Pour simplifier, les cachalots sont divisés en 3 familles. Les Physeteridés, incluant les cachalots modernes fins gourmets de calamars, les Kogidés, des cachalots miniatures absolument adorables, et les cachalots macroraptoriens, beaucoup moins sympas. C'est dans ce 3e groupe que se cache notre Léviathan. Ces cachalots diffèrent des autres par leur mâchoire absolument effrayante, comportant d'énormes dents en haut et en bas. Contrairement à eux, les cachalots modernes possèdent des dents uniquement sur la mandibule, une dentition qui leur sert plus pour les joutes entre mâles que pour la capture des proies, l'alimentation des cachalots étant essentiellement constituée de céphalopodes tout mous. Les dents des cachalots macroraptoriens sont donc beaucoup plus grosses que celles des cachalots modernes. Et celles du Léviathan, comment dire? Revenons vers sa découverte. J'adore cet effet. Les premiers fossiles de Léviathan melvillei ont été décrits en 2008 par une équipe de paléontologues internationaux. Les restes ont été déterrés dans la formation de Pisco au Pérou, un des sites les plus célèbres dans le monde de la paléontologie. En effet, le site est ce que l'on appelle un Lagerstätte. Les Allemands. Une zone où sont décédés de mort mortelle beaucoup d'animaux, nous offrant une quantité non négligeable de fossiles, la plupart du temps relativement bien conservés. Au cours d'une fouille dans le site, les paléontologues ont donc pu exhumer une grande partie du crâne du Léviathan. Le crâne est plus petit et trapu que celui des cachalots modernes, et ressemble bien plus à ce que l'on peut voir chez un orque. Malheureusement, sans reste de colonne vertébrale, il est difficile d'estimer la taille de l'animal. En s'appuyant sur les mensurations d'autres cachalots macroraptoriens plus complets, les scientifiques ont pu estimer l'animal à environ 16 mètres de long, ce qui correspond à la longueur d'un mégalodon adulte. Là où Léviathan bat tout le monde, c'est au niveau de la taille des dents. De forme conique, certaines pouvaient dépasser les 12 cm de large pour 35 cm de long. Wow. Si l'on met à part les défenses de certains animaux, les dents du Léviathan sont les plus grandes dents ayant jamais existé. Les paléontologues ont aussi noté des grandes crêtes osseuses aux abords des mâchoires. Ces structures appelées processus permettent d'insérer des muscles masticateurs. Globalement, plus ces processus sont larges et plus l'animal avait une morsure puissante. Pour le moment, aucune étude biomécanique n'a pu reconstruire la puissance de morsure du Léviathan. Étonnant, non? Pour se faire une idée, nous allons devoir nous rabattre sur un cousin plus petit, Zygophyseter. Ayant fourni une grande partie de son squelette dont un crâne exceptionnellement bien conservé, ce cachalot de 7 mètres de long nous permet de meilleures mesures que chez Léviathan. Voilà, j'aime bien. Selon une simulation ayant été réalisée en 2021, Zygophyseter pouvait mordre à une puissance maximale de 10 000 newtons, ce qui est 2 fois moins puissant que chez le grand requin blanc. On peut donc aisément penser que Léviathan avait une puissance de morsure similaire au grand blanc, ce qui lui permettait de briser des os sans grands efforts. En revanche, on est encore bien loin du mégalodon et ses 100 000 newtons de pression maximale estimée. Pour continuer sur la mâchoire, d'autres adaptations apportent des indices sur l'alimentation du super prédateur.
Les énormes dents de l'animal sont profondément insérées dans la mâchoire, comme c'est le cas chez Tyrannosaurus Rex, chez qui la dentition était faite pour mordre et maintenir une grosse proie. Lâche-moi, Michel, lâche-moi! Chez Léviathan, les dents sont également renforcées au niveau des gencives par des extensions osseuses appelées exostoses buccales. Ces dernières jouaient un rôle de contrefort pour empêcher les dents de bouger lorsque l'animal mordait une proie. Ainsi, le combo gros muscles masticateurs plus dents énormes solidement renforcées et implantées dans la mâchoire suggère que notre cachalot bodybuildé s'attaquait à de gros animaux. Et ça tombe bien, durant le Miocène, les températures sont chaudes sur la majeure partie du globe, ce qui va entraîner une très forte diversification des cétacés, notamment les baleines. À l'époque, il y en avait beaucoup plus qu'aujourd'hui, et donc tout autant de casse-croûte pour Léviathan. Pour lui, et pas seulement d'ailleurs. Partageant le sommet de la chaîne alimentaire, Otodus mégalodon devait être un concurrent sérieux. Rappelons qu'une étude de 2022 a estimé les besoins caloriques du requin géant à près de 100 000 kilocalories par jour. Pour se faire une idée, cela représente 1110 bananes, 120 tartiflettes, ou tout simplement la moitié des besoins journaliers d'un Gérard Depardieu en pleine forme. Ça se bouffe? Même si nous n'avons pas retrouvé de marque de cachalot super prédateur sur du mégalodon, l'inverse a déjà été noté. En 2021, des paléontologues relèvent des traces de dents de requins géants sur des dents isolées de cachalots, confirmant une relation de concurrence, voire même de prédation entre les deux. Bien que dangereux, il était en effet stratégique pour les requins de s'attaquer au museau de ces cachalots, car c'est ici que se cachait la principale réserve de graisse de ces animaux. Si on revient vers les fossiles de Léviathan, on peut distinguer une grande dépression sur le sommet du crâne. Celle-ci, présente aussi chez les cachalots modernes, se nomme le bassin supracrânien. Il s'agit d'une fosse dans laquelle se rangent deux organes, le melon et l'organe du spermacétie. Absolument rien à voir avec ça. Ces deux organes sont remplis de graisse et servent au super pouvoir d'écolocation du cétacé. Le principe est simple. Le cachalot envoie un son dans une direction. Ce dernier, en traversant le melon et le spermacétie, va se retrouver amplifié. Si l'onde sonore rencontre une proie, elle revient vers le cachalot. L'onde va ensuite traverser la mandibule de l'animal et rentrer dans une autre réserve de graisse, juste avant de finir sa course dans l'oreille interne. Vous l'aurez donc compris, plus le son traverse d'épaisseur de graisse et plus ce dernier se trouvera amplifié. C'est un peu le même principe que des lentilles de verre qui concentrent une certaine lumière. Avec ce redoutable outil, les cachalots peuvent détecter n'importe quel type de proie, y compris dans le noir complet ou sous de grandes pressions. Comme disait Caradoc, Le gras, c'est la vie. grâce à leur puissante mâchoire et leur sens aiguisé de l'écolocation, Léviathan et les autres cachalots macroraptoriens ont donc pu concurrencer les grands requins au sommet de la chaîne alimentaire. Malheureusement, leur fossile reste rare. Contrairement à un mégalodon qui va perdre et produire des milliers de dents au cours de sa vie, un cachalot va les conserver comme chez n'importe quel mammifère. Il est aussi fortement probable que ces prédateurs fréquentaient plutôt les eaux profondes, des zones qui ne permettent pas la fossilisation. Quelques récentes découvertes de dents en Australie et aux États-Unis nous indiquent que Léviathan était présent tout autour du globe. Dans ce qui deviendra le Pérou, le prédateur partageait son territoire avec une faune marine très diversifiée. On pouvait y rencontrer Thalassocnus, un paresseux vivant le plus clair de son temps dans l'eau à brouter les algues, ou bien Odobenocetops, un genre de narval dont le sens de la symétrie n'était pas vraiment la priorité. Comme c'est bizarre. Malheureusement pour tout ce beau monde, la fin du Miocène ne va pas vraiment se passer comme prévu. Durant cette période, les températures chaudes vont lentement baisser. La principale cause de cette diminution est le mouvement des continents. Depuis la naissance de notre planète, les plaques tectoniques portant les continents et les océans se déplacent autour du globe. Au rythme de ces mouvements, les grands courants océaniques se retrouvent coupés ou reliés les uns aux autres. À la fin du Miocène, l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord se rapprochent inexorablement, entraînant la fermeture d'un courant faisant tout le tour de l'équateur. J'aime pas trop beaucoup ça. Au contraire, quelques millions d'années plus tôt, l'Amérique du Sud et l'Antarctique se séparent, causant la mise en place d'un courant faisant tout le tour du pôle Sud. Ces événements vont initier un refroidissement global qui, même s'il est progressif, entraînera une importante phase d'extinction. Une étude de 2017 estime que quelques temps après la fin du Miocène, près de 40% des grands animaux marins ont disparu.
Cette extinction entraînera donc la chute de nombreuses baleines, proies des cachalots macroraptoriens et des requins géants qui disparaîtront à leur tour. Ah, t'es devenu un faible. Non. La balle est maintenant dans le camp d'animaux plus modestes comme l'orque ou le grand requin blanc, qui, moins demandeurs en ressources, seront plus aptes à survivre aux ères glaciaires qui s'apprêtent à changer le monde. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vous aviez été nombreux à voter pour la bébête marine que vous souhaitiez voir apparaître sur la chaîne, et rassurez-vous, les deux autres auront aussi droit à leur heure de gloire très prochainement. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre en commentaire quels animaux vous aimeriez que je traite dans de futurs projets. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt.